Bonjour. Pour moi, la beauté, c'est plus lié à une énergie positive et à la singularité aussi. La beauté, pour moi, c'est l'harmonie entre les défauts et les qualités. Pour moi, c'est quelque chose de parfaitement imparfait, la beauté. C'est aussi à l'intérieur de soi. Si on se sent bien, on va se sentir beau. Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette table ronde. Elle est consacrée à la place de la médecine esthétique en France. Nous accueillons le professeur Jean-Paul Méningot, le docteur Guylaine Bellin, le docteur Diala Ekal et le docteur Alexandre Duvernois. Cette table ronde va durer 45 minutes. Elle sera l'occasion d'évoquer les sujets suivants: la French Touch, le diplôme interuniversitaire de médecine esthétique et le cadre réglementaire de l'exercice de médecine esthétique. Professeur Jean-Paul Méningot, bonjour. Bonjour. Vous êtes tuteur du DIU, diplôme interuniversitaire de médecine esthétique, professeur à l'université de Paris 12 depuis 2009, chef du service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et maxillofaciale du CHU Henri Mondor à Créteil depuis 2012, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. À votre avis, quelle est la place de la médecine esthétique en France par rapport aux autres disciplines, notamment la dermatologie, la chirurgie plastique, et quel est son rayonnement aussi dans le monde? Elle a une place croissante, d'une part parce qu'elle s'intéresse à des patients qui ne sont pas malades par définition, ou qui peuvent être malades mais qui veulent également avoir des outils en esthétique, alors que la pathologie, par définition, ne s'intéresse que aux patients malades. Donc, du coup, elle concerne beaucoup plus de personnes que la pathologie. Et en plus, elle est en pleine expansion. On a une expansion qui est à peu près de 10% par an. Donc, il y a des besoins à couvrir, et d'où cette volonté du Conseil national de l'ordre de réguler cette discipline. Alors, son rayonnement dans le monde est considérable, puisque la France est d'ailleurs à l'origine de l'utilisation de l'acide hyaluronique en esthétique. Au départ, ça s'utilisait pour l'ophtalmologie, ou alors pour des problèmes de hernie discale au niveau des corps vertébraux. Et en fait, ce sont des Français qui ont eu l'idée d'utiliser l'acide hyaluronique pour traiter des rides. Donc c'est un exemple. Voilà. Donc la France a toujours été très en avance, et également dans les tendances. On en parlera peut-être tout à l'heure par rapport à la French Touch, le naturel, le chic français, etc. Très bien. Docteur Guylaine Bellin, bonjour. Vous avez 40 ans d'expertise professionnelle. Vous êtes une pionnière puisque vous avez utilisé très tôt en France la mésothérapie, les fillers, le PRP, les LED, et récemment vous avez combiné radiofréquence et champs électromagnétiques pour les appliquer à la médecine anti-âge et régénérative. Vous êtes également une experte internationale en recherche et développement et souvent leader d'opinion dans l'emploi de nouvelles technologies. Vous avez œuvré aussi pour la reconnaissance de la médecine esthétique française et vous avez souvent dit « un combat de femmes pour les femmes ». Alors, est-ce qu'on peut affirmer que la médecine esthétique est désormais reconnue ? Oui, bien sûr, mais ça c'est grâce au professeur Jean-Paul Méningot, voilà, et qui a mis en place l'organisation d'un diplôme interuniversitaire. On y reviendra. Comme il nous l'a expliqué, il y a une demande accrue, c'est un phénomène mondial. C'est la longévité aussi, la longévité qui augmente. On veut bien vieillir en bonne santé. On appelle ça la silver economy. Ce nom était venu d'ailleurs de la médecine esthétique, qui avait été donné au ministère de l'économie. Les gens aux tempes blanches, c'est bien vieillir, c'est de la prévention, c'est accompagner, c'est garder l'image de soi. C'est tout ce développement de la médecine esthétique, et cette reconnaissance va permettre de codifier
liés. La France étant vraiment pionnière comme on l'a vu, comme un petit peu dans la beauté, dans l'esthétique et dans les techniques naturelles et sécurisées. Et donc ce diplôme, ça va permettre de le reconnaître, de valider, de pouvoir appliquer. Et on fait, bien sûr que les gens ne sont pas malades, mais quoique, parce qu'on a des patients un peu plus âgés, on prend en charge tout ce qui n'est pas considéré comme de la maladie pure et simple, des cicatrices d'acné. Ok, on peut vivre, c'est pas un cancer, mais on va les réparer. Le vieillissement de la peau, qui est de la dermatoporose, la peau vieillit comme les os, et donc les précancers, les machins, on fait du dépistage, et surtout l'approche psychologique, le soutien aux patients pour garder leur estime de soi. Donc, Sans oublier médecine globale. Tout à fait, qui est un peu plus global. Aussi sur un accompagnement psychologique. Docteur Diala Ekal, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte en médecine esthétique et laser. Vous combinez une double expertise académique et scientifique en tant qu'enseignante et experte dans plusieurs boards internationaux, autrice et éditrice associée pour des revues dermatologiques scientifiques de renom. Vous contribuez ainsi activement à l'enseignement, à l'avancement des connaissances et à l'innovation dans votre domaine. Qu'est-ce qui caractérise la médecine esthétique en France? Qu'est-ce qu'elle incarne selon vous? Alors, selon moi, la médecine esthétique existe bien en France et à l'international, comme mes collègues l'ont bien dit. Elle incarne la French touch, donc la subtilité, la discrétion, avoir des résultats naturels. Donc, c'est pour ça qu'on dit, voilà, l'art de rajeunir à la française. On va essayer de rajeunir tout en gardant les traits de chaque personne. Donc, on ne va pas changer l'anatomie. On va avoir un respect justement pour cette anatomie. C'est ce qui va garantir également la sécurité. Donc, on est vraiment dans la subtilité, dans la finesse de ces résultats. Merci. Docteur Alexandre Duvernois, bonjour. Vous êtes médecin esthétique, cofondateur d'Apogée Clinique. Vous exercez depuis plus de 10 ans en tant que médecin esthétique à Paris. Vous êtes spécialisé dans le traitement du visage et la greffe du cheveu. Vous souhaitez développer le savoir-faire français à l'international et favoriser la convergence de la médecine esthétique, du wellness et de la longévité. Vous militez pour une approche globale et naturelle du patient. Comment voyez-vous l'avenir de la médecine esthétique en France ? Alors, c'est une question assez difficile parce que malheureusement, je ne peux pas lire l'avenir. Et l'avenir de la médecine esthétique en France va dépendre notamment de beaucoup de choses, notamment, je pense, de la régulation. Voilà, aujourd'hui, on a quand même une très bonne nouvelle, comme on l'a déjà cité grâce au professeur Menago et Ersan, avec la création de ce DIU. Ce DIU qui va permettre une régulation, c'est-à-dire réguler le nombre, on va dire, de médecins, de praticiens autorisés, et aussi rassurer et engager la qualité de façon sûre et certaine avec un diplôme qui aura vraiment une formation intense. Donc on a déjà... Et donc rassurer les patients. Rassurer les patients, même si aujourd'hui on a déjà... on va dire une politique française qui est déjà assez, non pas coercitive, le terme est faux, mais assez encadrée. Voilà. Aujourd'hui, on va être encore plus encadré, avec des formations qui vont vraiment être officialisées, officielles, avec des diplômes reconnus, avec notamment des intervenants de qualité et reconnus eux aussi. Donc, je pense que c'est un plus pour le milieu médical, parce que ça évitera effectivement parfois les tensions, vous savez, entre spécialités, et aussi pour le patient. Il ne faut jamais oublier que la reconnaissance, pour moi, on fait un métier qui tourne autour du patient. Donc, ce qui est bon pour le patient est bon pour nous. Voilà. Donc, on a un avenir qui va se professionnaliser, se rationaliser, et effectivement, je pense qu'il va encore monter en gamme, grâce notamment, encore un coup, à cette formation, à ce DIU, et du coup, peut-être éliminer certains acteurs. C'est un secteur qui est assez particulier, qui peut être décrié quand on voit sur certaines chaînes de grande audience, quand on parle de dérives de la médecine esthétique. Je suis toujours un petit peu atterré parce que finalement, ces dérives sont faites par des gens qui ne sont pas médecins. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si on parlait des dérives de l'aviation, de l'aéronautique, mais que les pilotes n'étaient pas des pilotes d'avion. Vous voyez ? Oui. Ce qui peut nous paraître complètement fou. Ce qui peut nous paraître complètement fou. Donc, je pense aujourd'hui, avec tout ce que je viens de citer, on va avoir, je dirais, une amélioration de ce secteur, une professionnalisation, une rassurance pour le patient et un développement qui va s'accroître avec des croissances de l'ordre de 10% par an. Et est-ce que vous pensez que cette médecine esthétique peut s'exporter à l'international, cette médecine esthétique française ? Tout à fait. D'ailleurs, elle peut s'exporter, elle peut même être
copié parfois. On voit aujourd'hui les Américains commencent à parler de less is more. Voilà, comme a dit le docteur Ekal, aujourd'hui, bon, la French Touch, c'est le naturel, l'harmonie, la beauté. Et on s'aperçoit qu'aux États-Unis, voilà, aujourd'hui, on se rééloigne un petit peu des clichés de Californie, Miami, South Beach. Et voilà, c'est le less is more. Donc, ils nous ont piqué des choses. Et puis, moi qui développe effectivement des cliniques à l'international, il est fréquent de voir souvent au Moyen-Orient, c'est très marrant dans des rues, clinique de l'Arc de Triomphe, clinique de la place Vendôme. Vous voyez, voilà, bien évidemment, ils n'ont pas de nom déposé, rien. Donc, mais il y en a tout vraiment cas, un attrait il de y a la un médecine attrait. esthétique Tout à française à fait. l'international. Tout Et à pour fait. bien comprendre les enjeux de cette table ronde, la rédaction de Anti-Âge Magazine a rassemblé quelques éléments d'information sous forme de slides. C'est Lydia Haït Amouda qui va nous les exposer. Bonjour Lydia. Bonjour à tous. En effet, la médecine esthétique en France connaît une croissance significative. En 2024, le marché est estimé à plus de 500 millions de dollars avec des prévisions atteignant jusqu'à plus de 800 millions de dollars. D'après le rapport de 2020 de la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique, la France se positionne parmi les 15 premiers pays au monde en termes de nombre de chirurgiens esthétiques, ce qui témoigne du haut niveau d'expertise et d'exigence des praticiens opérant sur le territoire. En France, les procédures esthétiques sont soumises à des réglementations strictes, notamment en termes de sécurité et d'éthique. L'obtention du diplôme spécifique tel que le DU de médecine esthétique est obligatoire pour pratiquer en toute légalité en France. Ces informations sont indispensables pour assurer la maîtrise des techniques les plus récentes et conformes aux normes de vigueur en médecine esthétique. Le praticien doit en outre se conformer à des obligations réglementaires complexes concernant l'information sur le patient, la traçabilité du produit et la gestion des effets secondaires potentiels. La French Touch, aujourd'hui, est devenue un véritable étendard de la médecine esthétique française. Elle se distingue par une recherche constante du naturel, avec une attention méticuleuse portée à l'harmonie et des volumes et l'équilibre des traits du visage et du corps. L'objectif n'est pas de transformer radicalement, mais d'embellir subtilement en respectant la singularité de chaque patient. Je laisse nos experts vous expliquer en plus en profondeur. Merci Lydia pour ces explications et ces données qui nous permettent de mieux comprendre quelle est la place de la médecine esthétique en France, mais également son rayonnement à l'étranger. Nous allons débattre de toutes ces questions avec nos invités, mais nous marquons d'abord une courte pause. Bonjour. Pour moi, la beauté, c'est plus lié à une énergie positive et à la singularité aussi. La beauté, pour moi, c'est l'harmonie entre les défauts et les qualités. Pour moi, c'est quelque chose de parfaitement imparfait, la beauté. C'est aussi à l'intérieur de soi. Si on se sent bien, eh ben, on va se sentir beau. La French Touch, nous en parlions tout à l'heure, c'est l'art de rajeunir à la française. Elle peut se résumer par ces mots. Vous en avez discuté les uns et les autres. Discrétion, harmonie, sens artistique, douceur, sérénité, sécurité, respect du physique de l'autre. Quelle est votre vision de la French Touch, professeur Méningo ?
Ce que vous venez de dire, hein, le naturel, éviter l'excès, qui souvent est le corollaire de problèmes. On ne sait pas, par exemple, quand on injecte beaucoup trop les lèvres, on ne sait pas comment, même y compris avec des produits autorisés, on ne sait pas du tout comment ça va se comporter au bout de 10 ans. Des produits qui sont complètement autorisés, qui sont validés, etc. À partir du moment où on utilise des techniques qui sont excessives, peuvent donner des conséquences qu'on peut ne pas maîtriser. Par exemple, vous pensez à quel style de complications? Eh bien, des fibroses, des espèces de... On voit parfois, dans mon exercice hospitalier, des espèces de canaux de fibrose où, quand le patient est injecté à un endroit, l'acide hyaluronique fuse à 10 cm au niveau du visage, et ça, c'est lié à des problèmes techniques. Donc, il a une importance, et ça c'est validé en France, d'avoir des produits qui soient parfaitement marquage CE, etc., avec des études, ce qu'on n'avait pas avant. Maintenant, il y a des études qui sont obligatoires, mais la technique est importante. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que les gens continuent, les professionnels, à se former, notamment dans des congrès, une fois qu'ils ont été... Et donc, en France, on a beaucoup de très beaux congrès, comme celui de la SFME, le congrès IME que j'ai l'honneur de présider 19 et 20 juin prochain, l'IMCAS, un rendez-vous aussi qui a eu lieu en janvier, la MWC. Donc on a beaucoup de très bons congrès, des tas de congrès régionaux qui permettent de se maintenir, de maintenir son niveau de connaissance. Docteur Guylaine Bellin, quelle est votre vision, votre définition de la French Touch? La French Touch, déjà en 2 mots, je dirais c'est l'excellence et la sécurité. On a une grosse expérience, beaucoup de techniques ont été mises au point en France, les acides hyaluroniques, les nouvelles techniques de canule, comme disait le professeur Menango, les principaux congrès majeurs mondiaux ont lieu à Paris. Il a même délocalisé sur le congrès que vous organisez à Marrakech, pour aussi sécuriser dans les pays sous influence française aussi. C'est ce rayonnement de la French Touch. Tout le monde nous envie, c'est le même rayonnement qu'on a dans la mode, dans la beauté, et c'est toute notre histoire, c'est la culture depuis la Renaissance, l'Europe. Il y a des pays un peu plus proches, l'Italie aussi, sont très dans la beauté, dans l'excellence et la sécurité. Et le naturel, en France, un mari ne veut pas savoir. Les patientes nous disent, mon mari n'est pas au courant, mon petit copain, faut pas que ça se voit pas. Il me dit, il a rien vu. Et là, j'ai enlevé les rides, j'ai augmenté un petit peu, je me sens plus jolie, il a rien vu. Mon mari part après 50 ans, la ménopause, c'est un peu difficile. N'oublie pas que les femmes françaises ont été les premières libérées avec la Révolution française, c'est une Marianne Sanu. Elle travaille 50 ans, si vous mettez pas votre image corporelle, si vous assumez pas, on vous pousse dehors, hein, à la cinquantaine. Donc, la French Touch permet d'effacer les marques du temps, au naturel. Très bien. Docteur Eka, la French Touch fait-elle des émules à l'étranger? Tout à fait, absolument. Comme nous avons dit tout à l'heure, on est invité à la longueur de l'année pour aller intervenir dans des congrès internationaux, pour aller partager notre expertise avec notre flambeau français et de French Touch. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, aux États-Unis, on se tourne de plus en plus vers ce côté de subtilité, d'avoir des résultats naturels comparés à des procédures avec des résultats beaucoup plus marqués. Donc, on se retourne plus maintenant vers le côté naturel, vers le côté sécure, comme mes collègues ont dit. Donc, oui, tout à fait. Et au-delà de ça, comme professeur Menango a dit, que nous avons été les pionniers d'acide hyaluronique. Donc, nous partageons notre expertise avec le monde entier. Docteur Duvernois, quelle est votre approche de la French Touch? Écoutez, c'est un petit peu ce qu'ont dit tous mes confrères. Hein. Je pense que j'ai rien à rajouter, puisque là on dirait trop. Hein, c'est le less is more, donc on va s'arrêter là. Juste une petite notion. Il y a quelque chose dans la French Touch, je pense. Hein, en tout cas, c'est personnel. En tout cas, je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Il y a une approche psychologique. Voilà, pour bien connaître la zone Moyen-Orient, souvent des cliniques m'appellent pour du consulting, non pas pour que je montre la technique d'injection à la French Touch, mais comment vous faites? Parce que ce qui est reproché là-bas, c'est une approche très, très, on va dire, commerciale. Le patient dit, voilà, j'ai un besoin, j'ai un symptôme. Le médecin va dire, il faut faire ça, sans même avoir essayé à chercher, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas un bilan à faire? Une approche globale, comme on disait au début. Et je pense que la French Touch, c'est une approche globale
esthétique, mais aussi une approche psychologique avec l'harmonie. Et on revient sur des vieux dictons, si je peux dire latin, c'est mens sana in corpore sano. Et l'approche psychologique fait partie de la French Touch. Voilà. Le diplôme interuniversitaire de médecine esthétique apporte bien sûr un cadre précis et réglementé avec de nombreux avantages, une meilleure sécurité pour les patients. Pouvez-vous nous parler de ces avantages de ce DIU et la reconnaissance de cette activité, Dr Bellin? Ça fait de nombreuses années qu'on le réclame au niveau du syndicat, je suis vice-présidente. J'espère aussi que ça va faire encore plus le rayonnement de la médecine française, de la French Touch, parce que nous allons être suivis pour le réglementaire dans tous les pays qui se sont développés, je dirais un peu à l'arrache, quoi, que ce soit l'Asie, l'Afrique, le Maghreb, on les forme, ils viennent se former en France, on donne des cours, on se déplace aussi, donc ça va être encore le flagship de la médecine française, la médecine esthétique. Ce diplôme va valider toutes les techniques, va donner un droit au titre aux médecins à se spécialiser. Il faudra qu'il y ait une petite approche, je suis d'accord aussi, avec l'anti-âge et l'approche psychologique et la compréhension du patient, l'analyse et tout ça. C'est un grand pas, mais il ne faut pas oublier, il faut juste éviter qu'en étant trop strict, trop réglementaire, c'est en train de se mettre en place. On est en train de travailler tout ça avec le professeur Meningo. Il ne faut pas qu'on restreigne trop le nombre de médecins et laisser la porte ouverte aux fake injecteurs. Oui. Donc, c'est la grosse dérive. Voilà. Et après, c'est une harmonisation. C'est sûr qu'il y a des frontières limites avec certaines spécialités dermatochirurgiens. Chacun a sa place. Nous n'avons pas la prétention de faire de la chirurgie. On aide à dépister des problèmes de peau. Mais voilà, il faut surtout faire attention que ça n'ouvre pas la porte aux fake injecteurs qu'il va falloir réglementer aussi. Ouais. Voilà. Mais comme ils ne sont pas médecins, ça va être beaucoup plus difficile à réglementer. Quels sont pour vous, Dr Ekal, les avantages de ce nouveau diplôme interuniversitaire? Comme nous avons dit tout à l'heure, on a de plus en plus de demandes pour le bien-être, la beauté. Donc, nous devons avoir effectivement un grand pas, comme on a dit tout à l'heure, pour régulariser ces formations. Donc, je pense que c'était obligatoire d'avoir un DU pour pouvoir encadrer ces formations, pour pouvoir aussi garantir la sécurité et la protection de nos techniques et pour également, en tout cas, garantir la sécurité de nos patients. Donc, je trouve que c'est un cadre strict et obligatoire pour pouvoir nous accompagner et régulariser toute cette démarche et cet essor en médecine esthétique. Professeur Meningo, vous êtes à l'origine de ce DIU. Avant peut-être de nous parler de ses avantages, est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots les modalités de ce diplôme, quand est-ce qu'il débute, où s'inscrire, etc. Alors, je ne suis pas à l'origine tout seul, hein. C'est un groupe de travail et c'est sous l'impulsion du Conseil national de l'ordre et spécifiquement de son président. Je suis d'accord, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est une innovation et nos innovations notamment juridiques, sont souvent imitées à l'étranger, donc je ne doute pas qu'elle le sera. Je voulais aussi rassurer, parce que, comme le docteur Bellin le disait, là pour l'instant, on ne peut inclure que 60 médecins par an, donc c'est complètement insuffisant, et donc ça ouvre la porte aux fake injectors si ce chiffre ne grandit pas un peu, et surtout il va grandir grâce à la VAE. La VAE, c'est la validation des acquis qui permettra justement de se passer de ce DIU. Donc pour des médecins qui ont d'autres diplômes, les diplômes comme par exemple le MMA, le DUTIC, le diplôme du docteur Questemont, plus une expérience, ils pourront, en validant les deux dans des commissions, obtenir l'équivalence de ce DIU. Donc pour revenir à votre question, les candidatures se font à travers un site qui s'appelle diume.fr et donc c'est un système un peu automatisé de points. Donc en fonction des congrès auxquels on a assisté, ceux où on a parlé, c'est pas la même chose. Le fait de parler dans un congrès donne un petit peu plus de points que d'assister, mais si déjà on assiste à beaucoup de congrès, ça peut donner beaucoup de points. Ceux qui ont plusieurs diplômes, il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas qu'un seul DU, ils en ont plusieurs. Ceux qui sont abonnés à des revues, ceux qui ont écrit dans des revues, y compris Anti-Âge Magazine, c'est ce qu'on appelle les revues grises. Donc les revues grises, c'est des revues professionnelles
mais qui ne sont pas à comité de lecture. Donc ça donne aussi des points. Les revues à comité de lecture donnent un petit peu plus de points. Donc ensuite, il y a un classement. Et donc, les mieux classés sont préadmis. Et après, il y a une dernière étape d'admission qui se fait sur le projet, sur la véracité du CV, etc. Mais je voulais vraiment rassurer, il y aura une possibilité de ne pas passer le DIU à travers la VAE. Et il y a aussi beaucoup de spécialités qui ne sont pas concernées directement par ce DIU, par cette réforme, comme les plasticiens, les dermatologues, les maxillofaciaux dans leur domaine anatomique, les ORL, j'en oublie certains, les ophtalmos. Tout le monde n'est pas obligé aussi de passer ce DIU. Et quelqu'un, par exemple, qui ne fait que du laser, qui est lasériste, donc qui s'occupe aussi de pathologie et d'esthétique, peut rester lasériste. Il n'aura pas le titre de médecin esthétique, mais il peut continuer à pratiquer la technique de laser. Voilà. Quelles sont les techniques, les procédures qui vont être enseignées pendant la première année de DIU? Pour faire très simple, il y a les techniques d'injection. Il y a donc sera inclus le Botox, la toxine botulique, ça c'est très important. C'est une nouveauté. Voilà. Les techniques physiques. Toutes les techniques physiques de médecine esthétique, les iFood, les lasers évidemment, le plasma, donc toutes ces techniques. Les techniques également de dermatologie mais simples, donc les peelings simples, pas les peelings très agressifs au phénol qui seront du domaine de la dermatologie. Les fils résorbables, tout ce qui est ce qui fait partie de l'exercice habituel des médecins esthétiques. Le cheveu n'est pas concerné, donc les médecins qui font du cheveu pourront continuer à le faire. Ils n'auront pas le titre de médecin esthétique. Ce qu'englobe ce droit au titre, c'est la médecine esthétique basique. Voilà. Est-ce que ce diplôme interuniversitaire de médecine esthétique sera reconnu à l'étranger, à l'international ? Alors ça, c'est une autre étape. Alors on y a déjà un petit peu travaillé dans le sens où en obligeant à avoir un DU au minimum, plus un DU qui fait... donc un DU en général, c'est 1 an. Certains font exception, font 2 ans, mais c'est minimum 1 an, un DU basique. Ensuite, le DU, c'est 2 ans, donc ça fait 3 ans. Donc d'après les normes européennes, pour avoir droit, donc cette fois-ci pas au titre, mais à une qualification, il faut 3 ans. Donc déjà, on est en train de préfigurer cela. Très bien. Docteur Duvernois, vous nous disiez tout à l'heure que vous exerciez à l'étranger. L'existence et la reconnaissance apportée par ce diplôme interuniversitaire vont-elles renforcer la place de la France à l'international dans ce domaine, bien sûr, de la médecine esthétique? Oui, alors moi j'en suis convaincu. Comme a dit le docteur Bellin, on est souvent précurseur, notamment au milieu, on va dire, réglementaire. Et souvent, on est suivi par, dans un premier temps, pays du Maghreb, mais ça se diffuse très très vite. Et je pense que, on va dire, en régulant et en donnant encore plus, je dirais, de responsabilité et d'image, on va encore renforcer ce côté French Touch. Et je pense que oui, ça va faciliter le développement. J'en suis convaincu. C'est un petit peu... Alors le terme est peut-être un petit peu ingrat, mais c'est vraiment une validation officielle, c'est un tampon et qui va venir encore renforcer le caractère, j'ai envie de dire, qualitatif de cette médecine esthétique française. Donc je pense que, en tout cas, oui, tout à fait, ça va nous aider au développement de façon sûre et certaine, et on sera très très vite copié. Je pense qu'à mon avis, le professeur Menago a déjà bien des vues, je sais qu'il a beaucoup de liens avec tout ce qui est Maroc, mais à mon avis, même avec la Belgique, je pense qu'on peut très vite diffuser, et puis après une diffusion en grappe vers les pays un petit peu plus du Benelux. Donc je suis convaincu ça va nous renforcer et qu'on va diffuser, on va être copié et que du coup on aura été les pionniers. J'en suis quasiment sûr en tout cas, parce que... Vous parliez du cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire français est l'un des plus stricts au monde, donc ça apporte évidemment une protection accrue aux patients, mais est-ce que ces contraintes n'entravent pas le développement de la médecine esthétique? Par exemple, en France, on ne peut pas ouvrir de Médispa alors qu'on peut le faire dans d'autres pays. Alors c'est vrai que voilà, moi je suis pour un encadrement et notamment des diplômes, parce que là on est sur des reconnaissances qualitatives. Au niveau réglementaire, effectivement, trop de lois tue la loi, hein. C'est vrai que la communication est autorisée en France pour un médecin dans un cadre déontologique, ce qui est tout à fait normal, mais il est vrai que, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez pas faire d'avant-après, vous pouvez pas faire de référencement Google, et tant mieux peut-être, parce qu'on est sur une vraie vocation commerciale. Cependant, malheureusement, dans certains pays, c'est autorisé. Aujourd'hui, on est dans un monde ouvert, hein, et les frontières existent de moins en moins, notamment sur les réseaux, et du coup, on va avoir des gens qui vont communiquer peut-être de façon un peu fausse, et qui vont être vus par des Français, d'accord ? Et
du coup, les gens vont venir en cabinet, mais moi j'ai vu ça à l'étranger. Donc à nous, en tant que praticiens et professionnels, de rétablir la vérité. Mais trop de régulation, trop la régulation, et moi, bon nombre de confrères n'osent plus passer à la télé par peur effectivement d'être convoqués après par les instances, et du coup laisse place même parfois à des fake injectors. C'est-à-dire que si vous êtes un petit peu sur les réseaux, aujourd'hui, c'est terrible à dire, mais la médecine va t'être expliquée. Il y a des très très bons médecins qui communiquent sur les réseaux. Hein. J'entendais tout à l'heure, on parlait de Jimmy Mohamed, par exemple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de fois de la médecine expliquée par des gens qui n'ont aucun diplôme. Donc, attention à la régulation. Et effectivement, bon, sur les Médispa, on est sur quelque chose, c'est un petit peu incongru, parce qu'aujourd'hui, le Médispa, c'est ce que j'appelle la convergence entre le bien-être, le wellness et la médecine. Donc, oui, c'est un frein, et surtout que si on prend la définition première de la médecine auprès de l'OMS, hein, de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de bien-être global, psychologique, physique et tout. Donc voilà. Donc effectivement, la loi nous freine et un petit peu à la compte du patient. Ou est-ce qu'elle vous interdit en France d'installer des Médispa, professeur Menningo? Tout ce qui s'apparente à une démarche commerciale tombe sous le coup du code de déontologie et donc peut entraîner des poursuites. Voilà. D'accord. Je pense qu'on peut dire qu'elle empêche, en tout cas dans ce cas-là. D'accord. Voilà. Et docteur Bellin, est-ce que la France pourrait jouer un rôle si la législation était différente dans le domaine des Médispa, qui sont pourtant en vogue dans de nombreux pays? Oui, ça fait déjà 20 ans qu'on réclame cela, qu'on le fait à l'étranger. Je travaille aussi à l'international, que ce soit Abu Dhabi, la Suisse ou autre. Et je pense qu'il faudrait surtout qu'il y ait une législation, une homogénéisation européenne. C'est l'Europe. On nous fait suffisamment de lois avec ça. On est hyper régulé en France. Tout est parfait. Les normes européennes de médicaments de laboratoire sont les plus strictes, plus que le FDA Approval. Et les médecins, la régulation, tout, là, on arrive sur le titre, la qualification, les compétences font partie des meilleures. C'est sûr qu'il faut faire du ménage comme partout parce que ça amène beaucoup de monde. Mais là, maintenant, on est au niveau du syndicat en train de monter la Société européenne de syndicats de médecine esthétique pour justement le faire agréer pour toute l'Europe. Ce sont les Espagnols qui sont à l'origine, les Portugais suivent, les Italiens, nous, les Belges que tu as cités, Luxembourg et autres. Il faut l'harmoniser. On peut pas arriver en Espagne voir des publicités partout. C'est pas loin l'Espagne. Hein. Je vous parle pas de pays hors Europe pour les greffes de cheveux. On a vraiment une concurrence déloyale de communication, de TVA, de tout ça. Il faut l'harmoniser au niveau européen. Est-ce qu'il y a des procédures qui sont interdites en France et autorisées dans d'autres pays européens? Le PRP, par exemple? Alors, la France n'applique pas les recommandations européennes, les normes européennes. Il y a encore là un problème, l'utilisation de la toxine, et il y a une restriction de praticiens, d'indications, il faut avoir les élargir au niveau de l'enregistrement, au niveau de la NSM, des organismes qui délivrent l'indication des produits, et le PRP n'est pas utilisé en esthétique. C'est pas ça. Le texte dit simplement, il doit être utilisé à des vues thérapeutiques. Qu'est-ce qui me dit que de la dermatoporose, du vieillissement de peau, ou de la perte de cheveux ou de l'alopécie après des chimios, après des radiothérapies, après des problèmes hormonaux, c'est pas esthétique. On est en thérapeutique de l'âge. Dans ces cas-là, on va pas voir un rhumatologue se faire injecter de l'acide hyaluronique dans le genou et on se traite pas. C'est pas de la maladie, c'est du vieillissement. La Tunisie, on parlait des pays à l'étranger. J'ai vu un confrère, une consoeur qui venait en stage, qui m'a dit que la Tunisie qui suit beaucoup le réglementaire français, les diplômes de médecins sont reconnus en France, a mis aussi un diplôme de médecine esthétique. Ils sont en train de normaliser. Je sais que la Tunisie... Ils reconnaissent certains diplômes français. Exactement. Le Conseil de l'ordre de Tunisie reconnaît certains Voilà, diplômes donc ça bouge. J'en ai parlé aussi avec le ministre de la Santé là-bas. La Tunisie, vous voyez, l'influence de l'Europe, de la France, je veux dire. De la France, dans les déjà pays francophones, mais le monde entier va suivre. Je ne dis pas ce qui se passe en Inde, ce qui se passe dans certains pays asiatiques et tout ça. Professeur Menningo, est-ce qu'il existe des procédures interdites en France, mais autorisées à l'étranger? Donc on a parlé du PRP, oui, le il y en a d'autres. C'est surtout celle-là qu'on a en ligne de mire, parce qu'il se trouve qu'on est en avance sur le plan scientifique. On a été avec le professeur Hersan les premiers à faire vraiment des études scientifiques importantes, validées avec la NSM, avec tout le réglementaire possible. Et finalement, on est à l'exception culturelle, exception scientifique, le seul pays dans le monde où cette pratique est interdite sur le plan esthétique.
esthétique où il faut jouer sur les mots, la dermatoporose, l'alopécie, etc. Si je peux me permettre, j'ai fait là au printemps les dossiers médicaux d'enregistrement pour la NSM du PRP plus acide hyaluronique en skincare, en traitement de peau. Donc le dossier est examiné pour être enregistré et avoir on attend les réponses. Il faut dire ça à nos téléspectateurs. Il y a tout un travail qui est fait par le syndicat donc pour changer cette circulaire qui commence à dater. C'était une circulaire interprestative de la DGOS qui est quand même assez ancienne maintenant. Donc les choses ont évolué. Il y a eu énormément de papiers scientifiques sur le sujet, que ce soit sur la safety ou sur l'efficacité. Voilà, enfin pas que moi, dans le monde entier. Et donc le syndicat travaille. Nous aussi, on travaille sur le plan universitaire pour essayer de faire changer les choses. Je pense qu'on va y arriver, mais c'est vrai que c'est long. Quoi. Docteur Ecal, comment exporter la médecine esthétique à l'étranger, la médecine esthétique française? Comme nous avons discuté depuis tout à l'heure, donc c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, prendre mon flambeau français avec la French Touch et aller effectivement partager mon expertise à travers les congrès, les formations. Je publie beaucoup, j'ai beaucoup d'articles scientifiques. Je suis, comme vous avez dit, également éditrice dans un journal de grand renommée dermato-esthétique. Donc, je vais aller effectivement partager mon expertise clinique et scientifique à travers le monde entier. Professeur Méningot, où en sommes-nous aujourd'hui des congrès organisés par des médecins français? Est-ce qu'ils s'exportent beaucoup à l'étranger? Ah oui, on a vraiment une capacité d'innovation. Et là, il faut rendre hommage, par exemple, à Benjamin Hacher, à Jean-Jacques Legrand, qui a créé un congrès il y a 40 ans, la SFME. Benjamin Hacher avec l'IMCA, c'est une réussite qui s'est complètement exportée à l'étranger. C'est aussi des congrès qui ont lieu, comme tu le disais, Ghislaine, à Paris et qui attirent vraiment beaucoup à l'international. L'IMCA, ça attire 18 000 personnes, c'est fabuleux. Le congrès IME, c'est donc là notre target, comme on dit, c'est 2000 personnes, donc c'est un congrès un peu plus humain, familial, je vais dire. Donc c'est un autre dimensionnement, ça aussi, ça attire beaucoup. Si c'est exporté donc à Marrakech maintenant, donc il y a une double localisation. Quand vous dites 2000 personnes, c'est français et étrangers. Et étrangers qui viennent, et ça a lieu. Et médecins marocains. Voilà, et ça a lieu à Paris. Le congrès qui a lieu au Maroc attire aussi des Français et beaucoup de personnes d'Afrique, pas uniquement d'Afrique du Nord, mais aussi d'Afrique de l'Ouest. Donc on a un vrai succès. Voilà. Le congrès IME est destiné à être anglophone dans sa prochaine édition pour justement mieux exporter notre savoir, parce qu'on avait beaucoup de collègues de pays anglophones ou pas nécessairement anglophones, mais qui dominaient pas le français et qui voulaient avoir accès. On a eu beaucoup de demandes, donc c'est pour ça qu'on a décidé de le faire passer à l'anglais. Et le congrès que l'on fait au Maroc, que j'ai l'honneur de présider, donc restera français pour la communauté francophone. Docteur Duvernois, est-ce qu'il y a beaucoup de médecins esthétiques qui pratiquent à l'étranger, médecins esthétiques français? Soit qui font des allers-retours, soit qui sont installés. Je n'ai pas les nombres, il faut les voir avec le conseil. Effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, je reviens un petit peu sur le réglementaire. C'est pas forcément évident pour des raisons, encore un coup, de loi, qu'un médecin puisse exercer à l'étranger. Encore un coup, il y a des freins. On est trop souvent vus comme des médecins qui fuyons et pas comme des médecins qui faisons diffuser le savoir-faire et l'excellence française. C'est encore un coup, c'est assez triste puisque la plupart des gens qui font ça sont heureux de le faire et vont, au-delà d'exercer, vont former beaucoup de gens et vont véhiculer une excellente image de la France. Voilà. Mais à l'étranger, ces médecins sont bien reçus. Les médecins à l'étranger sont extrêmement bien reçus. Globalement, quel que soit le continent. Pour tout vous dire, j'ai été contacté pour faire une formation à Lagos. Et ils voulaient un médecin français ou allemand. Voilà, c'était très restrictif. Donc on est vraiment attendu, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on est vraiment les bienvenus, quel que soit le continent, et de plus en plus de médecins français font ça, parce que c'est un petit peu comme disait De Gaulle à l'époque, la France n'a qu'une vocation dans la grandeur et finalement dans la vision internationale, et je pense que les médecins sont très heureux de reproduire un peu à notre échelle et à notre milieu ça, et moi, c'est une passion que d'aller effectivement exercer ailleurs, et aussi de faire diffuser à mes confrères étrangers notre savoir-faire, notre expérience, et puis notre culture
culture tout simplement. Merci à tous pour ces échanges très passionnants. Notre table ronde s'achève. Merci de l'avoir suivi. Nous vous invitons à adresser vos commentaires et vos questions à l'adresse suivante par mail, donc rédaction@aagedition.com, et nous ferons de notre mieux pour y répondre au plus vite. Merci à toutes les équipes techniques pour cette réalisation et en particulier à Anti-Age TV.